Alors, on va aborder maintenant le grand chapitre des nerfs crâniens. On va tous les passer en revue. On va parler d'abord d'anatomie et surtout d'anatomie fonctionnelle, les choses importantes pour vous en termes de qu'est-ce qui est pertinent pour des problèmes en médecine d'urgence. On va faire quelques exercices aussi pour essayer de mettre en pratique les notions qu'on essaie de vous véhiculer au moyen des prochaines diapositives. Alors évidemment, l'anatomie peut paraître assez complexe et rébarbative, mais on va prendre ça un nerf à la fois, puis un segment à la fois, avec les interrelations pertinentes afin de vous permettre de comprendre et de clarifier des notions qui peuvent être un petit peu floues des fois ou assez distantes dans votre mémoire. Alors commençons d'abord avec le nerf optique. Le nerf optique, évidemment, se situe entre la rétine et le chiasma optique. La façon de le tester est principalement l'utilisation de la stimulation lumineuse pour induire un réflexe pupillaire ou le réflexe photomoteur. Alors la physiologie de ça, c'est qu'on envoie une lumière ou une stimulation lumineuse au niveau d'un œil et l'influx voyage le long du deuxième nerf crânien pour se rendre au noyau d'Edinger-Westphal, à partir duquel sortent des influx pour aller stimuler les deux nerfs crâniens 3 de façon donc bilatérale. Puis, à partir de là, le long des troisièmes nerfs crâniens, dans les fibres parasympathiques, va courir l'influx nerveux pour les deux yeux afin de causer une constriction ou un myosis. Donc voilà la physiologie du réflexe pupillaire normal. Parlons maintenant du défaut pupillaire afférent et un premier exercice. Qu'est-ce qu'est un défaut pupillaire afférent, aussi connu sous le nom de réflexe de Marcus-Gunn? Quand est-ce qu'il faut le rechercher et qu'est-ce que ça indique? Alors, prenez le temps d'y penser ou de regarder des références. Faites l'exercice. C'est très intéressant. Ça va vous permettre d'inclure cette partie de l'examen dans votre examen habituel neurologique. Parlons maintenant des champs visuels et particulièrement des voies optiques. Donc, on parlera lors de la présentation de comment examiner exactement, mais les diapos qui suivent sont principalement pour expliquer et bien comprendre l'anatomie des voies optiques pour comprendre les déficits qui peuvent résulter des diverses lésions à divers niveaux. Donc, si on regarde les voies optiques, si vous suivez le point rouge, ça part au niveau de la rétine, pour ensuite suivre le nerf optique jusqu'au chiasma optique. À partir du chiasma, on parle de la bandelette optique. Et déjà au niveau de la bandelette optique, on voit que les fibres se sont rejointes pour les deux yeux pour le champ visuel correspondant. Donc la bandelette optique. Et ensuite, les radiations optiques qui, elles, voyagent au niveau du lobe pariétal et temporal pour éventuellement rejoindre le lobe occipital. Alors, vous voyez également ici une autre façon de représenter ça. Le champ nasal d'un côté et le champ temporal de l'autre œil se rejoignent au niveau du chiasma optique pour voyager le long de la bandelette optique, des radiations optiques et rejoindre le cortex occipital. Les radiations optiques sont non pas un faisceau, mais plutôt comme un éventail assez large qui est à la fois dans le lobe pariétal et le lobe temporal. La corrélation clinique de ça, c'est que si on a une atteinte de radiation pariétale, donc plus supérieure, ça va donner une quadranoxie inférieure. Alors qu'une lésion au niveau des radiations temporales va donner une quadranoxie supérieure. Alors, petit exercice ici. Quel sera le déficit avec une lésion dans les différents points illustrés sur le schéma, donc A jusqu'à G? Prenez le temps d'y réfléchir. Et ça correspond au phénomène anatomique que nous avons décrit précédemment. Maintenant, quelques questions pour réflexion. Lorsqu'on examine des champs visuels, est-ce qu'il faut examiner les deux yeux en même temps ou un œil à la fois? Et dans quelles circonstances doit-on faire l'un ou l'autre? À quelle distance doit-on se placer du patient? Comment faire pour examiner? Quelle est la bonne technique? Et enfin, parmi les subtilités,
Quoi faire si le patient ne peut pas collaborer? Alors, ne peut pas collaborer soit parce qu'il ne comprend pas la consigne, question de langue, question d'aphasie, ou ne peut pas collaborer parce qu'il est un petit peu somnolent et pas capable de bien comprendre ce que vous lui expliquez. Est-ce qu'il y a moyen néanmoins d'examiner les champs visuels? Nous avons ici une autre notion, soit l'occlusion du tronc basilaire. Alors, si on a une occlusion du tronc basilaire distal, on va avoir une occlusion au niveau des deux artères cérébrales postérieures, donc une ischémie au niveau des deux lobes occipitaux et donc une cécité bilatérale. Alors, petit exercice, comment pourrait-on avoir une cécité bilatérale mais avec une épargne maculaire? Donc, le patient ne voit rien en périphérie, mais garde néanmoins la vision centrale dans les deux yeux. Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait donner une cécité bilatérale, mais seulement centrale? Donc, le patient ne voit rien dans la vision centrale, mais voit néanmoins en périphérie. Alors, pensez-y, il s'agit de deux problèmes neurologiques. On ne parle pas ici de problèmes oculaires. Alors, voilà pour le deuxième nerf crânien et les champs visuels. Parlons maintenant des mouvements oculaires et des nerfs oculomoteurs, soit les nerfs 3, 4 et 6. Commençons par l'anatomie. Alors, les noyaux du troisième nerf crânien sont au niveau du mésencéphale. Le quatrième nerf crânien a son origine également dans le mésencéphale, alors que le sixième nerf crânien a son noyau à la région distale de la protubérance et le trajet du nerf se fait à la jonction bulbo-protubérantielle. Si on regarde maintenant une coupe sagittale du tronc, on voit que les noyaux du 3 se situent donc dans le mésencéphale et l'émergence du nerf est vis-à-vis à la région antérieure du tronc. Le quatrième nerf crânien a une particularité. On voit ici le noyau dans le mésencéphale, mais le nerf, lui, va sortir en postérieur et va croiser la ligne médiane pour revenir en antérieur. Donc, le noyau et le nerf ne sont pas du même côté de la ligne médiane. Pour ce qui est du sixième nerf crânien, il origine donc de la partie distale de la protubérance et son émergence est ici à la jonction bulbo-protubérantielle de façon relativement paramédiane. À noter ici le noyau du septième nerf crânien et le nerf qui vient s'enrouler autour du noyau du sixième nerf crânien pour venir également sortir à la jonction bulbo-protubérantielle de façon un peu plus latérale. Ici, nous voyons une vue postérieure des mêmes structures. Alors, le noyau du 3, ou les noyaux du 3, sont postérieurs et paramédians, et le nerf sort en antérieur. Le noyau du 4 et le nerf du 4. Donc, vous voyez le noyau à gauche avec le nerf qui émerge en postérieur et qui croise la ligne médiane pour aller sortir en antérieur. Le sixième nerf, comme on l'a mentionné tout à l'heure, a son noyau en paramédian dans la protubérance. Et le septième nerf, lui, est juste à côté, avec son noyau et son trajet intraaxial du nerf. On va y revenir dans le chapitre sur le septième nerf crânien. Une vue schématique antérieure, on voit les pédoncules cérébraux au niveau du mésencéphale, la protubérance et le bulbe, l'émergence des cinquièmes nerfs crâniens. Les nerfs oculomoteurs sont retrouvés ici. Donc, les troisièmes nerfs crâniens sortent au niveau du mésencéphale. Les quatrièmes nerfs également, mais viennent de l'arrière pour croiser et venir en avant. Et enfin, les sixièmes nerfs crâniens à la jonction bulbo-protubérantielle, de part et d'autre, à côté des septième et huitième nerfs crâniens. Voyons ici la relation entre l'incus temporal et le troisième nerf crânien. Alors, on voit ici la protubérance, les lobes temporaux et les troisièmes nerfs crâniens qui originent entre les pédoncules cérébraux. Alors, on peut imaginer une masse au niveau de l'incus temporal qui, lorsqu'elle progresse, vient comprimer initialement le troisième nerf crânien et, comme vous voyez, par la suite, le tronc cérébral au niveau de la protubérance avec les conséquences qui s'ensuivent sur les faisceaux moteurs et l'état de conscience. Parlons maintenant des mouvements oculaires. Alors, les mouvements oculaires. Si on regarde les nerfs de façon individuelle, qu'est-ce qu'ils font?
Alors, les sixièmes nerfs crâniens sont responsables de l'abduction. ABDduction, l'abduction. Les quatrièmes nerfs crâniens, eux, font regarder par en bas et en interne. C'est les nerfs dont on a besoin pour pouvoir descendre des escaliers et pour lire. Donc, l'abduction au sixième nerf crânien, le regard vers le bas et en interne, le quatrième nerf crânien, et tout le reste, en ce qui concerne les mouvements oculaires, c'est le troisième nerf crânien. Petit exercice. De quoi s'agit-il ici? Ici, le patient est en train de regarder à gauche. Autre exercice. Donc, ici, un homme de 48 ans se présente pour une céphalée depuis 3-4 jours avec une diplopie. Quand on regarde ses yeux, les deux yeux convergent. Il a un strabisme convergent des deux yeux. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'est-ce que fait le troisième nerf crânien maintenant? Le troisième nerf crânien fait la dédéduction, l'abaissement de l'œil, l'élévation de l'œil et l'élévation de la paupière. Donc, si on a une atteinte du 3 droit, on ne pourra pas faire une élévation de l'œil, on ne pourra pas faire une ADDduction et on ne pourra pas regarder vers le bas, sauf le bas et en interne, ceux qui relèvent du quatrième nerf crânien. Donc, le résultat sera quelque chose comme ceci, avec un œil qui va se mettre en ABDduction et souvent un peu vers le bas. Alors, petit exercice ici. Dans la prochaine image que je vais vous montrer, s'agit-il d'un troisième nerf crânien ou d'un syndrome de Claude Bernard Horner? Et quels autres éléments permettent de les distinguer? Donc, un troisième nerf crânien ou un Claude Bernard Horner? Et ici, si je vous montre la pupille de la patiente, ainsi que la position oculaire, vous voyez ici une mydriase. Donc, de quoi s'agit-il chez cette patiente? Et de quoi s'agit-il maintenant chez ce patient? Maintenant que vous êtes bon, de quoi s'agit-il chez celui-ci? Nouvel exercice. Une femme de 35 ans se présente parce qu'elle présente une céphalée depuis 24 heures d'apparition graduelle. À l'examen, vous notez une mydriase fixe à droite, mais le reste des mouvements normaux, des mouvements oculaires sont normaux. Le reste de l'examen est également normal. Donc, il n'y a qu'une mydriase fixe à droite avec une céphalie. Que soupçonnez-vous? Maintenant, un cas mystère. Donc, de l'œil droit, le patient n'est pas capable de regarder vers la droite ni vers le haut. Au niveau de l'œil gauche, il n'est pas capable de faire une AD-déduction, ni une AB-déduction. Cherchez donc 3 causes possibles. Comprendre maintenant le contrôle des mouvements oculaires horizontaux. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut se souvenir de 3 éléments seulement. Donc, le cortex envoie un ordre au 6 contralatéral. Le 6 est relié au 3 ipsilatéral au cortex initial via le faisceau longitudinal médian afin que les yeux dévient de façon conjuguée vers le côté contralatéral. C'est les 3 choses qu'il faut retenir. Une fois que vous les avez comprises et retenues, vous pouvez raisonner tous les problèmes de déviation des mouvements oculaires. Alors regardons ceci de façon schématique. Donc le cortex frontal, d'un côté, envoie un influx au 6 contralatéral. Le 6 est relié au 3 ipsilatéral via le FLM, ou faisceau longitudinal médian, ce qui fait que les deux yeux vont dévier vers la gauche, tel que le cortex frontal l'a voulu.
En temps normal, les influx viennent de part et d'autre de façon tonique et évidemment, les yeux ne sont pas déviés parce que les influx sont symétriques et les yeux restent à la position neutre tant qu'il n'y a pas un ordre de regarder à droite ou à gauche. Petit exercice donc, quelque chose ne va pas. On demande à ce patient de regarder vers la droite et les deux yeux vont vers la droite tel que demandé. On demande maintenant au patient de regarder vers la gauche et on note que l'œil droit ne traverse pas la ligne médiane, alors que l'œil gauche traverse la ligne médiane jusqu'au canthus externe, mais il y a apparition d'un nystagmus. Quel est le problème? Donc, comment expliquer ces trouvailles? Pensez-y un peu, c'est pas très compliqué. Donc, il s'agit effectivement d'une ophtalmoplégie internucléaire par atteinte du FLM ou faisceau longitudinal médian. Si jamais vous voyez une atteinte bilatérale du FLM, il s'agit presque certainement d'une sclérose en plaques. Par contre, un FLM unilatéral ou une ophtalmoplégie internucléaire unilatérale peut résulter d'une sclérose en plaques, mais bien d'autres pathologies peuvent également affecter ce faisceau. Maintenant, si on revient au mouvement oculaire chez ce patient, vers quel côté serait la phase rapide du nystagmus? En êtes-vous certain? Pensez-y bien. Qu'est-ce qui est à l'origine de la phase rapide d'un nystagmus? Maintenant, un cas mystère. Alors, il s'agit d'une patiente de 67 ans avec comme antécédent un lymphome. Elle présente une diplopie horizontale et une paralysie faciale gauche de type périphérique. Elle n'a aucune autre plainte ou trouvaille neurologique. Alors, voyons voir maintenant la position de ses yeux dans le regard neutre et ses mouvements oculaires. Alors, en position neutre, son œil droit est en position normale, alors que l'œil gauche est en ADD-duction. Quand on regarde vers la gauche, les deux yeux sont incapables de traverser la ligne médiane. Quand on regarde vers la droite, son œil droit fait une ABD-duction, alors que l'œil gauche demeure incapable de traverser la ligne médiane. En plus, comme noté précédemment, il y a un set périphérique. Comment expliquer ces trouvailles? Je vous suggère de prendre un papier et de faire un schéma parce que ce n'est pas évident d'emblée, mais ça devient évident quand on fait le schéma. Maintenant, un nouvel exercice. Vous arrivez dans la salle et vous trouvez un patient avec les deux yeux déviés vers la gauche. Pourquoi? Trouvez trois causes possibles. Un petit indice, si vous vous référez au schéma sur le contrôle des mouvements oculaires horizontaux, vous devriez pouvoir en déduire au moins deux des trois causes possibles et probablement la troisième également. Alors voilà pour les mouvements oculaires et le contrôle des mouvements oculaires. Le cinquième nerf crânien. Parlons d'abord d'anatomie. La particularité du cinquième nerf crânien, qui est une composante à la fois sensitive et motrice, est que la partie sensitive, le noyau sensitif, est extrêmement long. Il origine dans la région mésencéphalique pour aller jusqu'à la moelle cervicale à C2 ou C3. Si on regarde à droite, vous voyez l'émergence du cinquième nerf crânien à la partie moyenne de la protubérance. Si on revient sur le noyau, la partie sensitive est de loin la partie la plus importante, alors que le noyau moteur, lui, n'est qu'une petite partie du noyau du 5 et se situe dans la protubérance. Le restant du noyau est purement sensitif, et particulièrement le noyau,
La partie du noyau qui s'occupe de la sensation de douleur et de température se situe à la partie plus distale et jusque dans la moelle cervicale. Prenons maintenant un petit exercice. Alors, une dame de 36 ans se présente pour des paresthésies de l'hémiface. Elle a déjà été investiguée pour diverses plaintes neurologiques avec plusieurs examens de toutes sortes et toujours normaux, avec une résolution spontanée. Cette fois, elle se présente pour une céphalée qui a été au vertex, subite, mais qui a duré seulement 2 minutes, suivie d'un engourdissement de l'hémiface droite. Elle n'a aucun autre symptôme. L'examen neurologique est normal, sauf pour une hypoesthésie de l'hémiface droite. Comment savoir s'il y a réellement un déficit? Alors au fond, quel est le territoire d'innervation du cinquième nerf crânien? Est-ce que c'est tout le visage? Pensez-y. Connaissez-vous la réponse? Alors si on regarde ici un schéma d'un visage, vous voyez les diverses portions du cinquième nerf crânien, le 5.1, 5.2, 5.3, mais vous remarquez que le nerf crânien 5 n'innerve pas la partie postérieure de la tête et en particulier n'innerve pas non plus l'angle de la mâchoire. Donc un déficit de l'hémiface ne devrait pas inclure l'angle de la mâchoire quand c'est le cinquième nerf qui est atteint. Parlons maintenant du réflexe cornéen. Alors, quelle est l'anatomie et la physiologie du réflexe cornéen? Donc, si on stimule une cornée, l'influx voyage le long du cinquième nerf crânien, c'est un influx, une stimulation douloureuse, ça se rend au noyau du cinquième nerf crânien, et il y a une efférence par les deux sets, donc le set de façon bilatérale, pour effectuer une fermeture des deux yeux de façon simultanée, donc le réflexe cornéen. Alors, prenons les diverses possibilités. Si on stimule l'œil gauche et les deux yeux ferment, on peut conclure qu'il s'agit d'un réflexe cornéen normal. Si par contre on stimule l'œil gauche et que l'œil droit ferme et l'œil gauche ne ferme pas, quoi conclure? Autre possibilité, on stimule l'œil gauche, il n'y a aucune réaction. Quoi conclure? Pensez-y. Maintenant, s'il n'y a eu aucune réaction, alors qu'on a stimulé l'œil gauche, il s'agit d'un 5 gauche, mais on ne sait pas ce qui se passe avec le 7. Alors, que peut-on faire? On peut stimuler l'œil droit maintenant. Si l'œil gauche ferme, qu'est-ce qui se passe? Et si l'œil gauche ne ferme pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, le réflexe cornéen, il ne faut pas oublier que c'est un réflexe qui est douloureux. Et il n'est pas vraiment utile de le faire chez tous les patients parce qu'il y a une autre façon d'obtenir la même information. Ce qu'on cherche, c'est à savoir est-ce que la sensibilité est bonne et est-ce qu'il y a une réponse via le septième nerf, donc est-ce que la réponse motrice est également bonne. Donc plutôt que de faire un réflexe douloureux au patient, vous pouvez simplement stimuler ses cils et provoquer un réflexe palpébral qui va vous donner la même information. Par contre, dans une situation particulière, chez les patients comateux, il peut être utile de solliciter le réflexe cornéen comme tel, étant donné que c'est un réflexe profond qui est un des derniers à disparaître. Donc, quand vous évaluez un patient, par exemple, pour une mort cérébrale ou un état de coma, ça peut être très intéressant de vérifier le réflexe cornéen en plus d'avoir le réflexe palpébral. Pour ce qui est du 5 moteur maintenant, comme mentionné précédemment, le 5 moteur n'est qu'une toute petite partie du cinquième nerf crânien. Si vous avez à l'examiner, il faut examiner la force de contraction des masséters, des muscles temporaux, et vous pouvez également vérifier les mouvements latéraux du mandibule qui sont dus à la contraction des muscles ptérygoïdiens. Par contre, il est très rare qu'on ait à vérifier le 5 moteur, et essentiellement, ça ne fait pas partie de l'examen habituel. Par contre, une patiente qui se présente pour des paresthésies de l'hémi-visage, comme la patiente précédente,
ça peut être tout à fait utile de vérifier la force parce que ça peut corroborer, confirmer ou infirmer l'impression que vous aviez d'une atteinte du cinquième nerf crânien. Alors voilà pour le cinquième nerf crânien. Le septième nerf crânien. Alors il s'agit d'un des nerfs crâniens importants qui donne énormément d'informations et dont l'anatomie, des fois un petit peu subtile, on va la passer en détail. Voici un patient. S'agit-il d'un septe central ou périphérique? Ah oui? Et de quel côté? Donc il y a assez souvent de la confusion sur qu'est-ce qu'un septe central ou qu'est-ce qu'un septe périphérique. Et il arrive assez souvent d'ailleurs que les patients se trompent même de côté en disant qu'ils sont faibles d'un côté du visage alors que c'est en fait l'autre côté qui est atteint. Alors regardons un petit peu de plus près l'anatomie. Alors un premier rappel simplement pour dire que nous sommes ici au niveau du mésencéphale avec les pédoncules cérébraux, la protubérance et le bulbe. Le septième nerf crânien a son noyau à la région postérieure de la protubérance, à la jonction bulbo-protubérantielle et le nerf qui en est issu sort justement à la jonction bulbo-protubérantielle. Si on a une vue de face ici à droite, on voit le septième nerf crânien sortant au niveau de la jonction bulbo-protubérantielle à côté du 6 et du 8. Si on regarde maintenant l'anatomie plus fine sur une coupe de la région bulbo-protubérantielle, on voit ici le septième nerf crânien et son noyau dessiné ici en bleu. Donc le septième nerf crânien, et on remarque tout de suite que juste à côté du noyau du 7 se trouve le noyau du 6, dont l'issue est également à la jonction bulbo-protubérantielle, mais plus médiane. De plus, ici, vous voyez dessiné le faisceau moteur qui va dans la pyramide bulbaire, et donc le faisceau moteur origine d'en haut et descend en bas et va décusser plus bas que le niveau du noyau du 7. Ceci est une notion importante qui va revenir tout à l'heure. Donc, juste à côté du noyau du 6 et du 7, vous avez le faisceau moteur descendant qui va décusser un peu distalement, donc au niveau du bulbe. Donc, on peut facilement imaginer des lésions qui vont toucher à la fois le noyau du 6, du 7 et le faisceau moteur descendant. Maintenant, pour ce qui est de l'innervation ou des stimuli qui viennent du cortex vers le noyau du 7, c'est là qu'est la subtilité et où il y a beaucoup de confusion. Donc, si on prend le cortex frontal gauche, il envoie un influx vers le noyau du 7. D'abord, ici, on voit pour la partie inférieure et ensuite la partie supérieure du visage. Donc, le cortex frontal gauche envoie de l'influx vers la partie inférieure et la partie supérieure du visage contralatéral. Mais de plus, il envoie également des messages à la partie supérieure du visage ipsilatéral. Donc, il innerve la partie supérieure du visage ipsilatéral. Évidemment, c'est la même chose de l'autre côté, et si on regarde la partie du noyau ici encerclée de l'ovale rouge, vous voyez qu'il y a un apport pour la partie supérieure du visage, à la fois en provenance du cortex frontal gauche, mais aussi du cortex frontal droit, alors que pour la partie inférieure du visage, il n'y a qu'un apport venant du côté contralatéral. Alors, j'espère que ça a été clair, mais au cas où ça ne le soit pas, on va le voir d'une autre façon ici. Donc, si vous regardez le point bleu, c'est cortex moteur à gauche qui envoie des influx vers le noyau du 7 contralatéral, la partie supérieure et la partie inférieure du visage. En plus d'envoyer un influx vers la partie supérieure du visage du côté ipsilatéral. Évidemment, le cortex à droite envoie également un influx vers la partie supérieure du visage, de sorte que vous voyez ici la représentation agrandie du noyau où la partie supérieure du visage est innervée à la fois par
le cortex gauche et droit, alors que la partie inférieure, elle, ne reçoit de l'apport que du côté contralatéral. De sorte que vous avez une innervation double de la partie supérieure du visage, mais simple, unique pour la partie inférieure du visage. Alors si on crée une lésion sur le trajet du motoneurone supérieur venant de la gauche, on va abolir l'influx qui est représenté ici en bleu, donc une partie de l'influx qui va à la partie supérieure du visage et tout l'influx qui va à la partie inférieure du visage. Donc, vous allez avoir une atteinte à prédominance de la partie inférieure du visage, une atteinte nettement moindre de la partie supérieure du visage. Maintenant, ça ne veut pas dire aucune atteinte de la partie supérieure du visage, puisqu'on a enlevé quand même une certaine partie de l'innervation. Maintenant, cette partie peut être 50-50 selon l'individu, ça peut être 20-80 ou 80-20. Donc, le degré d'atteinte de la partie supérieure du visage va être variable d'un patient à l'autre, mais ce qu'il faut absolument comprendre et noter, c'est qu'il y a une asymétrie entre l'atteinte de la partie supérieure du visage et l'atteinte de la partie inférieure du visage. Donc, elle ne sera pas proportionnelle. Alors que si, au contraire, la lésion se trouve sur le trajet du nerf, toutes les fibres allant vers le visage vont être atteintes et vous allez avoir à ce moment-là une atteinte qui est proportionnelle, donc aussi importante à la partie supérieure du visage qu'à la partie inférieure du visage. Une autre notion très importante, pour revenir au schéma de tout à l'heure, c'est que le noyau du 7 étant très proche du noyau du 6, et en fait avec le noyau entourant ou encerclant, faisant le tour du noyau du 6, il est très fréquent d'avoir une atteinte à la fois du 7 et du 6. Qui plus est, et c'est ce qui est représenté ici, c'est que toute la partie rouge sur le schéma, ainsi que le noyau, une lésion soit du noyau ou de la partie rouge, va donner une atteinte qui a l'air périphérique, parce qu'elle atteint toutes les fibres soit du noyau ou du nerf comme tel, mais c'est une atteinte périphérique qui est en fait centrale ou intraaxiale. Donc, quand on dit qu'il y a un 7 périphérique, ça inclut les 7 véritablement périphériques, le nerf périphérique, mais ça peut aussi inclure des atteintes intraaxiales, soit du noyau ou des fibres initiales du 7e nerf crânien. Donc, il faut faire la part des choses. Et comment le faire? Bien, justement, en voyant si d'autres structures adjacentes sont atteintes ou non. Alors, que se passe-t-il ici? Est-ce que ce patient a un 7? Et si oui, de quel côté? Et est-il central ou périphérique? Alors, ce n'est pas toujours évident de le savoir. On a ici une chute de la commissure labiale à gauche, peut-être une perte du pli nasogénien à gauche. Par contre, on voit que la fente palpébrale gauche est plus petite que la fente palpébrale droite, comme s'il y avait une ptose. Alors que quand on a une atteinte du 7e nerf crânien, c'est la fermeture de l'œil qui est anormale et on devrait avoir une fente palpébrale plus petite du côté opposé. En fait, l'œil devrait être moins fermé du côté de la lésion, ce qui n'est pas le cas ici. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Et pouvez-vous être sûr qu'il s'agit effectivement d'un 7 du côté gauche? Alors, à côté, on voit une image où on demande aux patients de fermer les yeux, les deux yeux, de façon volontaire. Remarquez ce qui arrive au visage, à la fois à la bouche, mais également à l'œil. Comment expliquer ceci? Maintenant, un cas. Un patient se présente avec un 7 périphérique. Est-ce nécessairement une paralysie de Bell? Que faut-il vérifier? Je vous laisse ici un rappel anatomique qui devrait, je pense, vous aider. Donc, il faut vérifier toutes les structures avoisinantes. Et même si ce n'est pas représenté ici, vous vous souviendrez du fait que le cervelet est juste derrière le tronc cérébral à ce niveau. Il faut également vérifier s'il n'y a pas une atteinte du cervelet. Donc, une autre façon de voir, vous voyez le 6, le 7, le 8 sont des nerfs adjacents.
et vous avez le cervelet en arrière. Une patiente se présente maintenant pour une paralysie de bel droit, mais une paralysie du membre supérieur et inférieur gauche. Que se passe-t-il? Et y a-t-il en fait un nom général pour ce genre de présentation? Alors maintenant, le 8e nerf crânien. On va parler un peu d'anatomie, les complexes, mais on va se résumer ou se limiter aux points qui sont importants en médecine d'urgence. Donc, le 8e nerf crânien a une émergence au niveau de la jonction bulbo-protubérantielle, à côté des 6e et 7e nerfs crâniens, comme on a déjà vu. Ensuite, si on regarde du côté des noyaux, comme il s'agit de deux nerfs, le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire, les noyaux cochléaires se trouvent également à la jonction bulbo-protubérantielle, à la région postérieure. Les noyaux vestibulaires, il y a des noyaux vestibulaires, se trouvent également à la fois dans la protubérance et le bulbe supérieur à la région postérolatérale. Évidemment, il y a des connexions entre les noyaux vestibulaires et le cervelet qui ne sont pas représentés ici, mais qui vont de soi. Et les noyaux cochléaires ont leur projection au niveau du lobe temporal. Donc, une atteinte temporale pourrait donner une atteinte auditive. Par contre, pour avoir une atteinte auditive originant du lobe temporal, il faut que les deux côtés soient atteints, donc les deux lobes temporaux. Donc, une atteinte d'un lobe temporal ne donnera pas une perte d'audition ou une surdité. Ensuite, du côté anatomique, comme on a dit, il y a en fait deux nerfs, le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire. Ils peuvent être atteints de façon conjointe ou de façon indépendante. Comment tester le nerf cochléaire? On n'y reviendra pas pendant le cours. Alors, simplement pour vous dire qu'en temps normal, quand on fait le Weber en mettant un diapason sur le front ou le vertex d'un patient, le son devrait être entendu de façon simultanée et égale dans les deux oreilles. S'il y a une atteinte neurosensorielle, évidemment, cette oreille-là ne perçoit rien, donc le Weber va être latéralisé vers le côté sain. À l'inverse, dans une atteinte de conduction à droite, ici en l'occurrence, le Weber va être latéralisé du côté atteint. Une autre façon de voir ceci, de façon très schématique, donc chez un patient normal, le son est distribué de façon bilatérale symétrique. Dans une atteinte neurosensorielle, l'oreille atteinte ne pouvant rien entendre, le son est perçu dans l'oreille saine, alors que dans la perte de conduction, dans le Weber, le son est perçu dans l'oreille atteinte. Parlons maintenant du contrôle vestibulaire des mouvements oculaires. Et ça va nous permettre de comprendre l'origine du nystagmus périphérique. Alors, schématisé ici, vous voyez les noyaux vestibulaires ainsi que les noyaux des 6e et 3e nerfs crâniens qu'on a déjà discuté précédemment. Parlons maintenant de stimulation vestibulaire. Mais en fait, quand on dit stimulation vestibulaire, dans presque tous les cas, ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'il y a un noyau qui est éteint et que le noyau sain fonctionne sans opposition. Alors, le noyau du 8 gauche ici peut être éteint soit par exemple, une neuronite vestibulaire ou si on instillait de l'eau glacée dans cette oreille-là. Donc, à ce moment-là, le 8 droit fonctionne sans opposition et donc lui va stimuler le 6 contralatéral, suite à quoi il y a un influx qui va vers le 3 pour que les deux yeux bougent de façon simultanée et conjuguée. Et par conséquent, les yeux vont être déviés vers le côté opposé. Donc, en temps normal, on est en état d'équilibre vestibulaire et les stimuli des 8 des deux côtés parviennent au 6 et les yeux, évidemment, ne sont pas déviés. Donc, si on revient à notre exemple d'atteinte du 8 gauche, le 8 fonctionne sans opposition et il en résulte une déviation des yeux du côté opposé. Une fois que les yeux sont déviés du côté opposé, il y a une boucle de rétroaction qui va au cortex, venant à la fois de la rétine, mais aussi des propriocepteurs des globes oculaires, qui dit au cortex que les yeux ont dévié vers la gauche alors que le cortex n'a jamais demandé de faire ça. Donc le cortex réagit en envoyant un influx vers le 6 contralatéral, connexion avec le 3, pour ramener les yeux vers le centre. Alors, une fois que les yeux sont revenus au centre, qu'est-ce qui arrive?
le cortex s'éteint étant donné qu'il est heureux, et la boucle recommence étant donné que nous avons encore la dysfonction du 8 gauche. Donc, le manège recommence, redéviation des yeux vers la gauche, retour vers le cortex, correction par le cortex, et le résultat est un nystagmus horizontal dont la phase rapide est la phase corticale. La phase lente résulte du noyau vestibulaire qui fonctionne sans opposition et la phase rapide est la correction corticale. Par convention, on appelle toujours un nystagmus par sa phase rapide. Ce n'est pas la phase qui est pathologique, mais c'est une convention. Il faut savoir que c'est une convention parce qu'ici, en l'occurrence, la phase anormale, c'est la phase vestibulaire, alors que la phase rapide ne fait que corriger. Le cortex étant aussi toujours plus rapide que le tronc cérébral, la phase rapide va originer du cortex, alors que le tronc fonctionne de façon beaucoup plus lente. Quelques mots de la loi d'Alexander qui nous dit que quand il y a un nystagmus d'origine vestibulaire, l'intensité du nystagmus va varier selon la direction du regard volontaire. Alors, on va tenter d'expliquer ça. C'est un peu dur à suivre. Il se peut que vous ayez à le regarder 2-3 fois. Je vais aller lentement. J'espère que ça va être clair. Donc, on a ici une atteinte du noyau vestibulaire gauche. Donc, les yeux ont tendance à dévier vers la gauche. Par contre, le patient, lui, dans l'exemple initial, veut regarder vers la droite. Alors, il regarde vers la droite et il y a une poussée du 8 droit vers la gauche. En plus, les forces élastiques sur les globes oculaires des muscles vont également aller dans la même direction. Donc, les yeux vont avoir fortement tendance à revenir vers le centre. Par contre, la correction, la phase corticale, va pousser vers la droite puisque c'est là que le cortex veut que les yeux aillent. Si on regarde le regard neutre maintenant, le 8 droit pousse vers la gauche à cause du noyau vestibulaire droit. Les forces élastiques ne sont pas en jeu puisque les yeux sont dans un état neutre. Et la phase rapide corticale aura moins tendance à pousser vers la droite puisque tout ce qu'elle cherche à faire, c'est avoir un regard neutre. Donc, il y aura un nystagmus moins intense et parfois, il n'y aura même pas de nystagmus dépendant de l'intensité de l'atteinte du 8 gauche. Enfin, dans le regard volontaire vers la gauche, donc le patient veut regarder vers la gauche. Maintenant, son 8 droit pousse également vers la gauche et la force élastique, elle, va aller dans le sens contraire, étant donné que les yeux vont à l'extrême ou au-delà de ce qui est physiologique. Donc, il y a une certaine force élastique qui tend à les ramener. Donc, la phase rapide, elle va encore aller vers la droite parce que les yeux sont allés un petit peu plus loin que là où voulait arrêter le cortex du patient. Donc, les yeux sont allés un peu plus loin et la phase rapide va simplement les ramener vers l'endroit où le cortex voulait être. Donc, il va y avoir un nystagmus beaucoup moins intense et souvent absent. Là, encore une fois, c'est une notion qui n'est pas facile à assimiler. Une fois qu'on l'a comprise, elle est relativement simple. Alors, permettez-vous de réécouter cette diapositive. Le résumé en texte est ici. Donc, la loi d'Alexander, dans un nystagmus d'origine vestibulaire, vous dit que le nystagmus est maximum si le regard est dans la direction opposée au vestibule latin, moindre dans le regard neutre et faible, voire absent dans le regard volontaire vers le vestibule latin. C'est à peu près impossible de se souvenir de ceci. Il est beaucoup plus simple d'essayer de le raisonner en regardant l'anatomie, qui en fait n'est pas si compliqué que ça. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que le noyau du 8 qui fonctionne est connecté au 6 contralatéral, qui lui est connecté au 3 pour que les yeux dévient de façon conjuguée. Donc, on a une déviation des yeux vers le côté opposé au vestibule stimulé. Et le cortex vient corriger cette déviation pour ramener les yeux au centre, et ce qui cause le mouvement rapide et la phase rapide du nystagmus qui s'installe. Voilà pour le 8e nerf crânien. Oh my God! Parlons maintenant des 9e et 10e nerfs crâniens.
D'abord, quelques mots d'anatomie. Alors, contrairement aux autres nerfs qu'on a vus jusqu'à date, qui originaient du mésencéphale ou de la protubérance, ici, nos nerfs originent du bulbe. Alors, le 9e et 10e nerf originent du bulbe, le 12e aussi, alors que le 11e, qu'on va voir un petit peu plus tard, origine de la moelle cervicale. Alors, faut-il toujours les examiner? En fait, il faut les examiner s'il y a des symptômes qui se réfèrent à la région anatomique. Et les symptômes en question sont essentiellement la dysphonie et la dysphagie. S'il n'y a aucune dysphonie, aucune dysphagie, plus souvent qu'autrement, et dans la grande majorité des cas, ce n'est pas utile d'inclure cet examen dans votre examen neurologique. Si vous avez à examiner, vous examinez le voile du palais et parfois le gag réflexe, ou le réflexe nauséeux en français. Généralement, on n'est pas obligé de vérifier le gag réflexe. Il faut surtout retenir de quand ne pas le tester. Il ne faut pas le tester si le patient a une atteinte de l'état de conscience, parce que ça peut induire un vomissement et le patient est à risque de ne pas pouvoir protéger ses voies aériennes. Parlons maintenant quelques mots du 11e nerf crânien. Alors, quelques mots d'anatomie, encore une fois. L'anatomie du 11e nerf crânien est que le noyau se situe dans la moelle cervicale. Alors, s'il n'y a aucune raison de penser cliniquement qu'il y a une atteinte au niveau de la moelle cervicale, il n'y a presque jamais de raison d'examiner le 11e nerf crânien. Si vous avez à l'examiner, par contre, ce qu'il faut tester sont les choses suivantes. Le sternocleidomastoïdien, qui lui donne une rotation de la tête vers le côté opposé. Donc, il faut demander au patient de tourner la tête et contrecarrer ce mouvement pour tester le 11 de l'autre côté, soit du côté où se situe le sternocleidomastoïdien. Ce nerf innerve également les trapèzes. Les trapèzes donnent l'élévation des épaules. Et donc, quand le tester, très rarement, quand vous pensez qu'il s'agit d'un problème au niveau cervical haut. Donc, très rarement. Ça ne fait certainement pas partie de l'examen neurologique de routine ou de dépistage ou de l'examen neuro complet qu'on a à faire chez certains patients avec les pathologies les plus courantes à l'urgence. Enfin, le 12e nerf crânien, quelques mots d'anatomie encore une fois. Alors, le noyau se situe dans le bulbe et il faut se souvenir du fait que le nerf va donner l'innervation à la moitié de la langue ipsilatérale. Donc, si on a une atteinte, par exemple, ici du 12 gauche, l'hémilangue gauche ne fonctionnera pas et la langue va dévier vers la gauche, étant donné que l'hémilangue droite pousse vers la gauche sans opposition, tel qu'indiqué ici. Alors, comment examiner? Vous faites tirer la langue et vous voyez si la langue reste sur la ligne centrale. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez mettre votre pouce sur le menton du patient et voir si la langue s'enligne avec votre pouce. Vous pouvez également faire le va-et-vient de la langue pour voir si le patient bouge de façon symétrique et rapide. Et vous pouvez enfin aussi faire pousser sur l'intérieur de la joue avec la langue du patient et vous pouvez pousser contre sa langue. Donc, quand l'examiner, uniquement s'il y a des symptômes suggestifs, donc très rarement, et il faut retenir que souvent, quand il atteint de la motricité de la langue, le problème n'est pas un problème neurologique, mais un problème de la base de la langue, parfois une néoplasie. Alors, quelques exemples ici. Donc, à gauche, vous avez une déviation de la langue par atteinte du 12 droit et une déviation donc à droite de la langue. Dans l'image de droite, vous voyez en fait une langue très atrophique. Si on était en vidéo, vous verriez des fasciculations. Et il s'agit ici d'un problème de motoneurone inférieur. Voyons voir deux petites vidéos. La vidéo de gauche. To get your tongue all the way out. And again, we're just gonna. Et on voit qu'il y a une atrophie de sa langue droite et que la langue dévie du côté droit. Donc, il s'agit d'une atteinte du 12 par motoneurone inférieur. Okay, and then all the way out as far as you can. See if you can get all the way out of your chin. Good. I want you to move your tongue over here to the right side. I want you to move over to the left. Voilà, fini pour les nerfs crâniens.